Tout le monde parle de la fin de ce cycle crypto, mais il rate le signal le plus important. En effet, historiquement, les plus gros rallyes se passent dans les derniers mois d'un cycle. Et il y a un signal en particulier qui me dit qu'on est sur le point de vivre ça. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer qu'un dernier rallye massif arrive avant la vraie fin et quel est mon plan pour en profiter. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir mon travail et à vous abonner. On est sur le chemin des 50 000 riches sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Dans la première partie, je vais répondre à la question où en est le marché. Ensuite, je vais vous partager le signal qui indique un dernier rallye haussier. Et enfin, je vais vous partager mon plan concret. Alors, on se retrouve directement devant l'évolution du prix du Bitcoin après son halving lors de ce cycle et les précédents cycles. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on arrive à peu près 50 jours avant la fin de notre cycle, la fin théorique. Et vous le voyez, lors des précédents cycles, le Bitcoin a toujours connu un rallye haussier massif qui l'a emmené sur son top de fin de cycle. La question aujourd'hui est de savoir, est-ce qu'on va avoir le droit également sur cette fin d'année 2025 à cette accélération haussière qui va faire exploser littéralement le marché des crypto-monnaies. Avant d'avoir la réponse à cette question, où ce mouvement haussier final arrive généralement lors du dernier trimestre, un an après l'halving du Bitcoin, nous on est au mois de septembre où d'un point de vue saisonnalité, c'est le pire mois pour ce marché des crypto-monnaies. Je vous ai donc sélectionné un graphique qui illustre l'évolution du prix du Bitcoin lors de ce fameux mois de septembre. Alors malgré que le mois de septembre est un mois qui apporte très peu de rendement sur le Bitcoin, on peut se rendre compte grâce à ce graphique que sur les 10 dernières années, 9 fois le Bitcoin a trouvé un plus bas majeur avant son prochain rallye haussier. En effet, ici sur ce graphique, toutes les flèches vertes illustrent finalement les plus bas que le Bitcoin a trouvé lors des mois de septembre, sur ces dernières années. Il n'y a que en septembre 2019 que le Bitcoin n'a pas connu un rallye haussier et a trouvé un plus bas majeur lors du Covid-19 pendant l'année 2020. Et si on s'intéresse particulièrement à notre timing qui est un an après l'halving du Bitcoin, ici nous voyons qu'en septembre 2017, le BTC avait trouvé son bottom avant de faire son rallye haussier. En 2021, c'est la même chose, le BTC a trouvé un bottom avant l'accélération qui l'a emmené sur son sommet final. Et tous les mois de septembre lors de notre cycle de 4 ans ont permis au BTC de trouver un plus bas majeur avant de continuer sur le mouvement haussier. Alors, est-ce que ce mois de septembre sera également le mois qui nous permettra de trouver un plus bas qui va nous permettre d'accélérer sur le dernier rallye haussier du Bitcoin lors de son cycle? Nous aurons la réponse dans les prochains jours et j'ai déjà ma petite idée que je vais vous partager directement devant l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle et après on ira voir en unité de temps hebdomadaire. Lors de ma dernière vidéo que je vous avais partagée à la mi-août, on a analysé ensemble 3 scénarios majeurs pour notre cycle en cours. Avec la clôture mensuelle qui est arrivée maintenant pour ce mois d'août 2025, on a beaucoup plus d'informations pour savoir quel scénario a le plus de probabilité de se dérouler d'ici cette fin d'année 2025. Je rappelle les 3 scénarios. Premier scénario, le BTC a déjà fait son top de fin de cycle. Deuxième scénario, le BTC connaît un mouvement correctif avant de rebondir pour nous faire son sommet de fin de cycle. Et enfin, dernier scénario, nous avons un cycle prolongé et c'est la fin de cette théorie des cycles de 4 ans. Puisque d'après la théorie du cycle de 4 ans, le BTC doit trouver un sommet majeur 1066 jours à peu près après avoir fait son plus bas lors du bear market. Là, on est à environ 1035 jours. Donc, globalement, le BTC doit trouver son sommet majeur vers la mi-octobre 2025. Donc, que nous indique aujourd'hui le graphique du Bitcoin en unité de temps mensuelle? Ce qu'on peut remarquer directement, c'est que le BTC a tendance à trouver un sommet majeur sur ces trendlines dynamiques qui agissent finalement comme des résistances pour son prix. À chaque fois que le BTC vient chercher ces trendlines, la tendance à être rejetée. Et ce dernier rejet, il est préoccupant, tout simplement parce que le BTC est venu chercher son précédent plus haut historique, il n'a pas réussi à le casser et il a été fortement rejeté. Un pattern qu'on connaît très bien d'ailleurs sur le Bitcoin puisque ça indique potentiellement un signal de retournement de tendance qui sera confirmé selon moi si le BTC n'arrive justement pas à tenir ce fameux niveau des 108 000 $, qui était le niveau que le Bitcoin n'avait pas réussi à casser à 4 reprises en tout,
Donc c'est vraiment un niveau majeur de résistance que le BTC doit transformer en support dès ce mois de septembre 2025 et qu'il doit tenir jusqu'à la fin de l'année si on veut que le BTC aille chercher un nouveau plus haut historique. Et vous allez voir que ce pattern fonctionne que ce soit à la hausse mais également à la baisse. Ici pour moi c'est très clair, je vais mettre ça en rouge. Lorsqu'on a justement un niveau majeur, et là on est en mensuel, qui tente d'être breaké à plusieurs reprises et qu'on a des mèches à chaque fois qui rejettent le prix, nous sommes sur un pattern de retournement. C'est un pattern qui a eu lieu également ici. Donc je vais enlever là. C'est un pattern qu'on retrouve également ici. Ce niveau a été testé à 2 reprises avant de rejeter le BTC. C'est arrivé également ici, ici et ici, pour ne citer que ces niveaux majeurs où à chaque fois on voit qu'il y a une récupération de liquidité, un rejet, puis on repart dans le sens inverse de la tendance en cours. Donc c'est pour ça que ici pour moi, cette clôture du mois d'août, elle est très parlante. Nous sommes proches du sommet final pour le Bitcoin. Concrètement, si le Bitcoin n'arrive pas à casser ces trendlines dynamiques, et je parle surtout de la trendline supérieure, nous n'aurons pas de cycle prolongé, et la probabilité que notre cycle en cours se termine sur cette fin d'année 2025 est vraiment très élevé. Donc les 3 scénarios sont encore possibles aujourd'hui, d'accord? Et ce qu'il faut retenir, c'est que le BTC doit conserver ce fameux niveau des 108 000 $. Quand on va en unité de temps hebdomadaire maintenant, on peut ajouter la moyenne mobile exponentielle 50, et vous allez voir que c'est une moyenne mobile, je l'ai déjà partagé sur la chaîne, qui a tendance à soutenir à chaque fois le prix du Bitcoin. Et concrètement, tant que le BTC reste au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle 50, le Bitcoin est toujours dans sa tendance haussière, le Bitcoin est toujours en bull market. Aujourd'hui, cette moyenne mobile exponentielle 50 se trouve proche des 96 000 $. On peut donc en conclure que le niveau qui va confirmer que le Bitcoin entre officiellement en bear market, c'est-à-dire dans une tendance prolongée baissière sur le Bitcoin, c'est s'il n'arrive pas à conserver finalement ce plus bas qui est aux alentours des 98 300 $. Parce que le temps que le BTC revienne chercher ce niveau, on aura sûrement cette moyenne mobile exponentielle 50 qui aura croisé ce niveau de support majeur. Maintenant, pour moi, le vrai signal en mensuel, vous le savez, c'est les 108 000 $. Donc le BTC peut revenir faire une mèche, mais il faut absolument qu'il conserve en mensuel ce niveau des 108 000 $. Alors quelle est la situation maintenant du côté de l'Ether, qui est l'altcoin le plus capitalisé dans le marché? L'Ether, sur cette fin de mois d'août 2025, est revenu chercher son précédent plus haut historique et lui aussi a été rejeté par ce précédent plus haut historique. Maintenant, ce qui fait toute la différence par rapport au Bitcoin, pour moi, le Bitcoin a déjà fait son mouvement du bull run, mais l'Ether n'est pas du tout dans la même configuration que le Bitcoin. Ici, nous avons un Ether qui a clôturé dans le vert son mois d'août, alors que le BTC a clôturé dans le rouge son mois d'août. D'un point de vue technique, ici, nous avons la création d'un fair value gap, et c'est même un breakaway gap. Cela montre l'intention des market makers, ici, ceux qui font réellement bouger les prix, c'est que l'Ether a beaucoup plus de probabilité de continuer dans le sens de sa tendance, c'est-à-dire de continuer à s'apprécier à la hausse, plutôt que d'avoir fait son sommet de fin de cycle. L'Ether a d'ailleurs mis 1300 jours pour casser ce niveau, donc je ne pense pas que l'Ether, au premier test de ce niveau, va le perdre, bien au contraire, je pense que l'Ether ici va trouver son support qu'il aura besoin pour revenir chercher son nouveau ATH et continuer sur cette fin d'année 2025 à monter avant de trouver son top majeur de fin de cycle. Donc je m'attends à ce que ce soit l'Ether qui prenne le lead par rapport au BTC. On a déjà connu un BTC qui a perdu 50% de sa valeur lorsqu'il avait déjà trouvé son top de fin de cycle avec un Ether, lui, qui faisait plus 100% sur la même période. Donc ça ne m'étonnerait pas que l'Ether ici prenne le lead et continue à s'apprécier, alors que le Bitcoin, lui, ait du mal justement face à l'Ether. Donc dans ce scénario où je m'attends à ce que l'Ether s'apprécie sur cette fin d'année, je m'attends également à ce que le marché des altcoins dans sa globalité fasse son dernier mouvement parabolique qu'on appelle le bull run. Ce mouvement euphorique qui fait exploser le marché. Parce que finalement, ce qui nous manque sur ce cycle, c'est ce mouvement euphorique qui vient terminer un cycle dans le marché des crypto-monnaies, mais également dans tous les marchés. On connaît toujours une accélération parabolique avant de connaître la fin de cycle. Quand on regarde le marché des altcoins, donc on est sur le total 3 en unité de temps mensuelle, on remarque que lors du précédent cycle, on a bel et bien eu ce mouvement parabolique qui nous a permis d'aller beaucoup plus haut que le précédent plus haut historique sur cette capitalisation du marché des altcoins. Quand on regarde le plus haut que cette capitalisation avait atteint en novembre 2021, lors de notre cycle, le marché des altcoins est venu chercher ce sommet pour faire un
un nouveau plus haut historique, mais ne l'a pas encore breaké comme on l'a connu sur les précédents cycles. Et c'est ce mouvement euphorique que je m'attends à voir finalement sur les derniers mois de cette fin d'année 2025. Alors je ne parle pas de ce mouvement en entier, puisque ici on a vraiment plusieurs mois. Je m'attends plutôt à observer 2 mois qui nous permettent d'aller vraiment plus haut avant justement qu'on ait ce mouvement correctif. Alors quel est le signal macroéconomique qui me fait penser que les actifs risqués vont être favorisés par l'entièreté des marchés d'ici cette fin d'année 2025. J'en profite de vous rappeler que si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour réussir cette fin d'année 2025 dans les cryptos, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez avoir l'opportunité d'échanger avec moi-même ou un membre de mon équipe où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Si vous n'avez toujours pas rejoint également mon canal Telegram qui est gratuit, le lien est en barre de description. Pour ce faire, nous allons nous rendre devant le graphique qui illustre le rendement des obligations américaines sur les 3 derniers mois. Alors je vais vous faire un cours de rattrapage vraiment très rapide sur ce que représente une obligation et pourquoi elles nous permettent de suivre réellement la trace de l'argent des institutions. Une obligation américaine, c'est tout simplement comme un prêt que vous faites au gouvernement américain. Vous leur donnez votre argent et ils vous promettent de vous rembourser avec un intérêt. Imaginez que vous achetez une obligation américaine à 4%. Cela veut dire que chaque année, le gouvernement américain va vous verser un taux d'intérêt de 4% de votre argent. C'est considéré aujourd'hui comme l'investissement le plus sûr au monde. Et c'est pourquoi finalement, les fonds de pension, les banques, et les assurances, ils adorent les obligations. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est prévisible, sûr, et ça leur donne un rendement garanti. Quand vous gérez des milliards et des milliards, en effet, la sécurité, c'est beaucoup plus important que les gros gains. Donc finalement, le marché des obligations, c'est là où vit le vrai argent. C'est un marché qui est 2 fois plus gros que le marché des actions. On y retrouve tout simplement les plus grandes institutions, les banques centrales, les fonds souverains, et également les plus gros investisseurs au monde. Ces gens-là, concrètement, ils ont accès à des informations que nous n'avons pas et que nous n'aurons jamais. Et quand ils commencent à bouger massivement leur argent dans les obligations ou en sortant des obligations, cela se voit sur les rendements obligataires. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors voici comment on peut exploiter ce type de graphique. Les plus gros acteurs financiers détectent les problèmes économiques 6 à 12 mois avant tout le monde. Ils commencent à se protéger en achetant des obligations. Cette demande massive pour les obligations, ça fait chuter tout simplement les rendements obligataires. Concrètement, c'est le signal d'alarme. Ça veut dire que l'argent intelligent fuit vers la sécurité. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ici sur les rendements obligataires américains de 3 mois, qui sont beaucoup plus réactifs notamment que les rendements obligataires sur 10 ans? On observe une chute depuis juillet 2024. Alors cette chute, pour le moment, elle a rien d'alarmant. Il faut comprendre ici, je vous ai rajouté finalement l'évolution des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis, qu'il existe une corrélation entre les rendements obligataires américains et les taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne peut pas y avoir un écart trop grand entre ces rendements obligataires et les taux d'intérêt directeurs. On parle d'un delta d'environ 25 points. Alors, un delta de 25 points, je vais le mettre ici, ça veut dire tout simplement que si les rendements obligataires sont proches de 5,25, vous allez voir ici que les taux d'intérêt directeurs, justement, étaient à 5,5. On va aller en daily pour que je vous illustre tout ça, ce sera beaucoup plus parlant. Et c'est lorsque justement ces rendements obligataires américains ont commencé à chuter ici, que la Fed a dû couper le 17 septembre de 50 points ses taux d'intérêt directeurs, alors que de base on était plutôt proche des 25 points. Pourquoi? Parce que les rendements obligataires ici ont chuté beaucoup trop rapidement. On est passé ici de 5,15 à peu près 4,5. C'est pourquoi la Fed était obligée de couper les taux d'intérêt directeurs de 50 points. Vous avez vu ensuite qu'ils ont continué à diminuer. Et ici, on s'est arrêté, donc proche de 4,25. Et la Fed a également coupé ses taux d'intérêt directeurs et aujourd'hui, on est à 4,5. Donc, il y a bien un écart de 25 points entre les rendements obligataires américains et les taux d'intérêt directeurs. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette chute, elle n'est pas du tout rassurante. Vous l'avez compris, si les rendements obligataires sont en train de chuter, ça veut dire que ceux qui ont les informations pour faire bouger les marchés savent quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et les dernières fois qu'on a connu une telle chute, on est rentré tout simplement en récession. C'était
en 2020 et également en 2008. Alors le mot récession, c'est un mot qui fait peur, mais il faut comprendre finalement que lorsqu'on rentre en récession, c'est annoncé bien plus tard dans les médias. Et c'est lorsqu'on rentre en récession justement qu'il y a une période de risk on, où les assets qui sont risqués vont être favorisés par la liquidité qui est présente dans les marchés. Donc aujourd'hui, les rendements obligataires sont proches des 4%, là on est à 3,93%. Les probabilités d'avoir une baisse des taux d'intérêt directeurs est à 99% et pour le moment, on est sur 25 points. La prochaine réunion qui va décider de cette baisse des taux d'intérêt directeurs, c'est le 17 septembre. Alors observez bien, si d'ici le 17 septembre, et je vais mettre ici ce marqueur, si la chute continue, et qu'on a justement ces rendements obligataires qui se retrouvent vers le niveau 3,70, d'accord? Si on est ici d'ici le 17 septembre, on n'aura pas une baisse de taux d'intérêt directeur de 25 points, mais plutôt de 50 points. Donc pour résumer, là on a l'information que les gros acteurs sont en train de se positionner sur des actifs qui sont sûrs. C'est pour ça d'ailleurs que l'or est en train de nous faire encore des nouveaux plus hauts historiques, parce que c'est l'un des assets qui est considéré comme le plus sûr au monde. Et si cette dynamique continue, finalement, on va rentrer en récession. Car oui, le truc, c'est que quand l'argent intelligent commence à anticiper une récession, cela crée une récession. Pourquoi? Parce qu'ils arrêtent d'investir dans l'économie réelle, tout simplement. Ils deviennent plus prudents, et cette prudence collective ralentit l'économie. Et tout le paradoxe, finalement, il est ici. Pourquoi cette chute, finalement, elle va profiter au marché des crypto-monnaies d'ici cette fin d'année 2025? Comme je vous l'ai déjà dit, avant que la récession soit officielle, on a toujours une période de risk-on, lorsqu'on rentre dans les débuts de la récession finalement. Et c'est notamment dû au comportement de la Fed qui va paniquer et baisser les taux d'intérêt directeurs pour éviter cette récession. Elle va devoir couper ses taux d'intérêt directeurs consécutivement et ces coupes de taux créent forcément de la liquidité. Et cette liquidité, elle doit bien aller quelque part. Imaginez que vous êtes un fonds de pension avec 10 milliards de dollars. Vous investissez dans les obligations américaines à peu près 4,20%, ce qui vous donne des intérêts à 420 millions de dollars par an. Maintenant, on va arrondir, on est à 3,90% aujourd'hui, vous ne gagnez plus que 390 millions d'intérêts par an. C'est 30 millions de moins en quelques jours. Alors imaginez si cette dynamique continue et si ces rendements obligataires continuent à chuter. En tant que gestionnaire de fonds, vous allez vous retrouver face à un choix capital. Rester dans les obligations qui rapportent de moins en moins ou chercher du rendement ailleurs. Et c'est là que ça devient plus qu'intéressant. Ces gestionnaires de fonds ont des obligations de rendement par rapport à leurs clients. Si les obligations ne rapportent plus assez, ils sont forcés d'aller chercher du rendement dans les actifs qui sont plus risqués. Alors ça ne veut forcément pas dire qu'il va y avoir une grosse sortie de capitaux des obligations, pas du tout, mais ils vont tout simplement diversifier leur portefeuille, comme les institutions le font aujourd'hui avec les ETF BTC, à hauteur de 1 voire 2% des fonds qu'ils gèrent pour leurs clients. 1% de 10 milliards, ça fait 100 millions. Alors imaginez des milliards et des milliards qui bougent en même temps vers les marchés qui sont risqués. On parle du marché des actions, mais également du marché des crypto-monnaies. Alors voici pourquoi ce signal n'est vraiment pas anodin. J'aimerais vous mettre en perspective ce qui était arrivé lors de la dernière fois qu'on était entré en récession. C'était lors du Covid-19, et on peut voir ici que les rendements obligataires étaient déjà en chute libre, donc là je suis en 3 jours pour une bougie, et c'est que début du mois de mars, finalement, qu'il y a eu la décision, donc on voit ici, de baisser les taux d'intérêt directeurs. Donc le signal se trouve déjà sur les rendements obligataires. Et à partir de quand on a eu l'annonce qu'on était en récession, c'était tout simplement en juin 2020, donc bien après les premiers signaux qu'on entrait en récession. Alors pour avoir plus d'historique et observer ce qu'il s'était passé lors de la récession de 2008. On va revenir en mensuel et on va aller en 2008. On avait eu un break d'un support majeur. Dès la fin de l'année 2007, on avait l'information ici que l'économie américaine entrait en récession. Et c'est notamment parce que ceux qui font bouger les marchés, que j'appelle l'argent intelligent, étaient déjà en train de se sécuriser. Et avant le crash de 2008, on a connu également une belle montée des prix. On a connu cette fameuse période de risk on. Donc forcément, si on entre en période de risk on, le marché des crypto-monnaies va en bénéficier et c'est dans ce contexte que je m'attends à ce que la dominance du BTC continue à chuter puisqu'elle a perdu un support majeur, la même figure technique que le BTC avait perdu lors du précédent cycle avant de chuter complètement et de permettre au marché des altcoins d'entrer dans sa phase la plus explosive du cycle, la phase qu'on appelle le bull run. Donc là, je suis en unité de temps hebdomadaire. Quand on regarde en mensuel, c'est la première fois que la dominance du Bitcoin depuis le début de notre cycle fait 2 mois consécutifs de baisse. Donc on voit bien que la rotation de liquidité a commencé.
Et je m'attends à ce que justement on ait cette résolution baissière d'ici la fin d'année 2025. J'espère que les explications étaient claires, qu'elles n'étaient pas trop compliquées. Et si vous avez des questions sur le sujet, je vous invite à les poser directement dans la barre de commentaires et je prendrai le temps de répondre à ces questions. Alors maintenant, c'est quoi mon plan par rapport à ce scénario? Ce plan, je vous l'ai déjà partagé lors de ma précédente vidéo. Lorsque le BTC ici avait clôturé cette bougie en weekly, c'est-à-dire qu'il n'avait pas réussi à aller plus haut que son précédent plus haut historique, je vous avais annoncé que je m'attendais à un mouvement baissier et que potentiellement c'était le mouvement baissier qui a précédé le top de fin de cycle pour le BTC. Donc je me suis totalement dérisqué après cette clôture et je compte utiliser ma stratégie du momentum pour profiter de cette dernière poussée haussière. Si vous souhaitez découvrir ma stratégie dans les grandes lignes, vous avez le lien en barre de description. Je vous ai fait une masterclass, donc n'hésitez pas à la regarder. Donc pour résumer, même si le Bitcoin faiblit dans le marché, aujourd'hui le leader c'est l'Ether. L'Ether ne montre aucun signal de ralentissement. Donc tant que l'Ether arrive à conserver ce niveau de support, même si nous avons une correction sur ce mois de septembre, pour moi ce sera la dernière opportunité de se positionner avant le rallye haussier de cette fin d'année. Je rappelle que cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je vous partage vraiment toutes ces informations pour vous aider à avoir une lecture plus claire du marché. Prenez vraiment le temps de faire vos propres recherches. C'est le marché qui a toujours raison et c'est pour ça qu'il est primordial pour moi aujourd'hui d'avoir les compétences nécessaires d'analyse technique pour comprendre qu'est-ce que le marché est en train de nous dire sur le moment T. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Mais d'ici là, restez rich!